Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Mardi 24 janvier, à la une de l'actualité au Sénégal, le mouvement Y'en a marre a organisé la foire aux problèmes pour dénoncer la politique du président Wade qui a déposé sa candidature controversée au Conseil constitutionnel. Et c'est en homme de paix qu'il s'est présenté auprès de ses partisans. Vent de panique au Nigeria après de nouvelles explosions et fusillades. C'était lors d'une opération de l'armée contre des membres présumés du groupe islamique Boko Haram, après les attaques qui ont fait 194 morts vendredi dernier. Pour en parler dans ce journal, Tochukwu Chinwuba, expert immobilier nigérian. L'ouverture de la 5e édition du forum Chafala à Doha au Qatar, placée sous le patronage de la Sheikha Moza, l'épouse de l'émir du Qatar. Cette nouvelle édition est consacrée aux enfants et réfugiés handicapés. Nous y revenons dans quelques instants. Mais avant, ouvrons avec le Sénégal où le chef de l'État, Abdoulaye Wade, qui a annoncé qu'il se représenterait à la présidentielle de février prochain, a déposé sa candidature controversée au Conseil constitutionnel qui devra trancher sur sa validité en fin de semaine. Une candidature qui a reçu un écho favorable auprès de ses partisans rassemblés par milliers ce lundi à Dakar, tous de blanc vêtus. Et après un lâcher de colombe, le président sénégalais s'est présenté en homme de paix. Ses opposants, eux, sont prévenus. Abdoulaye Wade ne cédera pas un pouce de terrain, et ce justement au lendemain d'une foire aux problèmes, elle aussi très réussie, organisée par le mouvement de jeunes citoyens, cette fois Y'en a marre, qui clairement n'en veulent plus de la politique Wade. Idlet Bissou. À l'occasion de son premier anniversaire, le mouvement citoyen Y'en a marre a organisé ce dimanche à Dakar la foire aux problèmes. Première du genre au Sénégal, cette exposition a attiré beaucoup de personnes. D'après les organisateurs, il s'agit de mettre le gouvernement face aux réalités des populations. Nous, on parle à l'État du Sénégal, au président Wade et son gouvernement. Nous voulons qu'ils viennent voir les problèmes des Sénégalais. Parce que parfois, le ministre ne leur dit pas ce qui se passe. Et le président ne peut pas savoir ce qui se passe dans les maisons. Je vois que tous les secteurs de ce pays sont malades. Et ça se voit sur cette foire que nous avons lancée. Donc je dis que comme tous les secteurs sont malades, il faut que le pays réagisse. Le département de Rufisque, par exemple, ouvre son exposition avec la porte aux problèmes, le principal étant l'insalubrité qui envahit de plus en plus les quartiers. Nous avons aussi d'autres problèmes, à savoir l'éclairage public, l'éducation, la santé, l'avancée de la mer et la circulation urbaine de la ville. À cela s'ajoute entre autres la non-application de la loi d'orientation sociale des personnes en situation de handicap, le problème de l'énergie et celui de l'accaparement des terres. Selon le représentant de l'Alliance citoyenne des consommateurs, l'État du Sénégal aurait octroyé entre 2000 et 2012 650 000 hectares, soit 17% des terres cultivables à des privés. Cette exposition des problèmes a aussi attiré la curiosité des bailleurs de fonds. En tant que partenaire technique et financier du Sénégal, c'est également intéressant pour nous de voir quelles sont les attentes des jeunes, parce que nous aussi, en tant que bailleurs de fonds, on est là pour essayer d'apporter un appui, une assistance. Et évidemment, ce n'est pas nous qui devons élaborer les solutions et arriver avec des solutions toutes faites. Dans certains stands, des scénarisations qui rappellent les réalités du pays. Ici, par exemple, l'impudicité et la corruption sont les gangrènes pointées du doigt. Ailleurs, les prix des denrées de première nécessité ont plus que doublé entre 2000 et 2012. À travers cette foire aux problèmes, le mouvement Y'en a marre, qui est une convergence des forces de la jeunesse sénégalaise, veut amener les autorités à faire des préoccupations du peuple leurs urgences. Rentrée parlementaire sous le signe de la victoire islamiste en Égypte, la nouvelle assemblée issue des premières élections de l'ère post-Moubarak a entamé lundi matin sa première session avec sur ses bancs des députés aux 3/4 islamistes. Cette session survient à 2 jours du premier anniversaire mercredi du début de la révolte qui poussa l'ancien Raïs à la démission après 30 ans de règne. Plusieurs manifestations sont prévues dans l'après-midi pour demander à la nouvelle assemblée de consolider les espoirs démocratiques issus de la révolution.
Dans l'actualité également, le procureur de la Cour pénale internationale a qualifié mardi de très bonne la décision des juges sur la confirmation des charges contre 6 Kenyans qu'il soupçonne de crimes contre l'humanité lors de violences post-électorales en 2007 et 2008. À ce propos, on écoute le verdict prononcé par la juge de la CPI, Ekaterina Trenda-Filova. After having thoroughly examined and analyzed Après avoir soigneusement examiné et analysé individuellement et collectivement toutes les preuves présentées, la Chambre, à la majorité, a décidé de confirmer les accusations de 4 des 6 suspects. With respect to the criminal responsibility of Mr. À l'égard de la responsabilité pénale de M. Mutora et M. Kenyatta, la Chambre est convaincue qu'au vu des éléments fournis, il existe des motifs substantiels de croire qu'ils sont pénalement responsables des crimes présumés, comme co-auteurs indirects. On vous le disait en titre, au Nigeria, de nouvelles explosions et fusillades entendues lors d'une opération de l'armée ce mardi contre des membres présumés du groupe islamique Boko Haram à Kano. On semait la panique dans cette ville du nord du pays après les attaques qui ont fait au moins 194 morts vendredi dernier selon les derniers bilans. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, les attentats revendiqués par Boko Haram ont fait au moins 935 morts au Nigeria depuis que le groupe islamiste y a lancé une campagne de violence en 2009. Et justement, pour parler des répercussions économiques, Tochukwu Chinwuba, expert immobilier nigérian et consultant chez DTZ, nous a rejoint. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors il y a deux choses au Nigeria actuellement. Alors d'un côté, la hausse du prix du carburant liée à la suppression des subventions qui crée donc la colère sociale et évidemment cette secte Boko Haram qui sème complètement la terreur. Donc est-ce qu'il y a déjà eu des répercussions sur la vie économique du pays aujourd'hui? Oui, il y a eu déjà des répercussions économiques quand on considère que pendant la période de la grève, pendant une semaine, le pays a quasiment cessé de fonctionner. Oui, bien sûr, il y a une forte répercussion. Aussi, à cause de ces événements, la grève, le gouvernement nigérien est en cours de réviser le budget pour l'année 2012. Ça veut dire qu'il espère que peut-être ils vont obtenir moins d'argent qu'ils ont prévu. Et selon certaines prévisions, on estime que la perte occasionnée de ces événements, c'est immense. Mais on évalue à peu près à 3 milliards. On ne peut pas, il y a différentes prévisions qui sortent, donc c'est un peu difficile à évaluer, certainement. Mais il y a un autre impact plus difficile à chiffrer. Et ça, c'est l'image et l'attractivité du pays comme, aux yeux des investisseurs internationaux comme un pays pour l'investissement. Mais le gouvernement, le président Goodluck Jonathan, il a fait 2 discours télévisés pour rassurer l'ensemble de la population nigérienne qu'on essaye le maximum pour améliorer la situation, sécurité. Et aussi pour rassurer les investisseurs, les sociétés étrangères qui sont implantées au Nigeria, qu'on fait le maximum pour obtenir un niveau de stabilité dans le pays. Alors on reviendra sur la politique de Goodluck Jonathan, mais avant, est-ce que cette instabilité a une incidence sur le cours du Naira, la monnaie nigériane? C'est intéressant parce qu'on n'a pas constaté une forte dégradation de la valeur du Naira par rapport aux autres monnaies comme le dollar. Par exemple, pendant la période de la grève nationale, le taux de change entre le Naira et le dollar, c'était autour de 155 Naira
156 naira à la dollar. Et c'est toujours à ce niveau-là. Donc, ça n'a pas impacté. Pas de grands changements. Oui, voilà. Alors, justement, cette période de grève qu'a connue le Nigeria, la grève s'est arrêtée actuellement. Est-ce que ça veut dire que gouvernement et syndicats ont vraiment trouvé un terrain d'entente ou il y a encore des choses à faire? Ils ont... dans un côté, il faut... c'est le fait qu'on a pu manifester. En fait, c'est la première fois qu'on a fait cette sorte de manifestation au Nigeria. Donc, dans un côté, c'est un progrès parce qu'on a la démocratie au Nigeria en ce moment. Et les gens peuvent s'exprimer. Et les syndicats, ils ont eu l'opportunité d'avoir un dialogue avec le gouvernement. Et grâce à ces manifestations et grâce à les dialogues qu'on a eus entre le gouvernement et les syndicats, le gouvernement a réduit le prix du pétrole. On a réduit le montant, le niveau de subvention qu'on va supprimer. Donc, actuellement, les fonctionnaires, ils ont recommencé le travail. Voilà, ils ont eu gain de cause. Oui, une partie a été satisfaite, en tout cas, des revendications. Voilà. Alors, revenons sur les attentats perpétrés par Boko Haram, qui ont coûté la vie à près de 1000 personnes depuis le début des attaques en 2009. Avant de poursuivre, on va écouter la réaction de Wole Soyinka, prix Nobel de littérature nigérian. Whatever you do, please do not accept. Quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, n'acceptez pas le programme de Boko Haram dans vos actes. En d'autres termes, ne cédez pas à l'instinct de représailles. Monsieur Chinwuba, on qualifie souvent Boko Haram comme une secte islamiste. Qui se cache derrière ce groupe, ce groupuscule? Ok, pour dire les choses simplement, Boko Haram se traduit par l'influence occidentale, que c'est un péché, c'est sacrilège. Okay, c'est un groupe, c'est une organisation qui revendique la stricte application de la loi charia au nord. La loi islamique? Oui, extrême charia au nord du Nigeria. Mais par contre, en réalité, c'est une organisation criminelle qui perpétue des actes criminels et terroristes à travers le pays pour créer en image, pour créer des tensions, en image d'instabilité. Alors, on croit que c'est des Nigériens, mais qu'il y a l'influence externe, que peut-être ils ont soutenu par quelques groupes terroristes. Comme, par exemple? Comme Al-Qaïda. On n'a pas encore définitivement constaté ça, mais les agents de sécurité au Nigeria s'en occupent. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Goodluck Jonathan, le président nigérian, est capable de résoudre cette crise? Oui, en fait, il est capable, comme je disais tout à l'heure. Ce qui se passe au Nigeria actuellement, le fait que les gens ont pu manifester, c'est un grand progrès pour la démocratie. Et comme je disais aussi, le président, il a fait 2 discours télévisés pour rassurer la population entière de leur sécurité. Soit vous êtes chrétien, soit vous êtes musulman, soit vous êtes implanté au nord, à l'est, au sud du pays. Et aussi, très intéressant, le leader des musulmans au Nigeria, son éminence, le sultan de Sokoto, il a dénoncé les actes de Boko Haram. Donc, ce qu'on a au Nigeria actuellement, ce sont des problèmes socio-économiques. Ce n'est pas les problèmes liés politiques, ou bien ce ne sont pas les problèmes liés à l'unité de la population du pays. Nigérian. Donc, c'est une jeune démocratie et les gens, ils ont la possibilité de s'exprimer. Donc, c'est un nouveau phénomène pour... C'est un épiphénomène. Voilà. L'espoir existe donc au Nigeria. Oui. Merci beaucoup, Tochukwu Chinwuba. Je rappelle que vous êtes expert immobilier nigérian et consultant chez DTZ.
Merci. Pour la 5e fois, le forum Chafala affiche complet à Doha, au Qatar. Cette fondation a été créée en 1998 sous l'impulsion de la Sheikha Moza, l'épouse de l'émir du Qatar, dans le but d'apporter une qualité de soins aux enfants et aux réfugiés handicapés. Et encore une fois, l'Afrique et le Moyen-Orient étaient au cœur des débats. Leïla Blibley. Le 5e forum Chafala s'est ouvert dimanche à Doha, la capitale du Qatar. Thème de cet événement, comment subvenir aux besoins des personnes handicapées dans des situations de guerre ou de catastrophes naturelles. De nombreuses personnalités féminines sont invitées par la femme de l'émir du Qatar, la Sheikha Moza. Parmi elles, on retrouve notamment Cherie Blair, la première dame du Ghana Ernesta Nadu Mills, ou encore Ida Odinga, femme du Premier ministre kényan. Dans le camp de Dadaab, dans le nord du Kenya, la situation est vraiment pathétique. Ce séminaire m'a ouvert les yeux sur ce qu'il se passe. Maintenant, je vais rentrer chez moi, au Kenya, pleine de vigueur, pour trouver des solutions aux enfants en situation de handicap dans les camps de réfugiés. La fondation Chafala est déjà intervenue en Afrique. Elle met en place des projets afin de cibler les besoins des personnes handicapées, notamment dans les camps de réfugiés. Dans les camps de réfugiés, nous essayons d'évaluer les conditions de vie et trouver des solutions pour faire en sorte qu'ils aient accès notamment à l'éducation, à leurs droits et à des soins. Nous avons déjà envoyé une équipe en Ouganda, puis nous en avons envoyé en Palestine aussi. Cela montre que nous ne voulons pas seulement agir en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Autre acteur, cette fois-ci international, le Haut Commissariat des réfugiés aux Nations Unies, lui aussi très actif en faveur des réfugiés africains. Le forum Chafala se poursuivra jusqu'au 24 janvier. Table ronde et autres témoignages de personnes en situation de handicap sont prévus. Offrir à tous les Congolais des soins de santé de qualité, c'est dans cette perspective qu'une délégation du Projet national de développement des services de santé a effectué une mission dans le village de Mataba, dans le département du Poul. Il s'agit ainsi de procéder au lancement des travaux de construction du nouvel hôpital. Boris Agapit. C'est dans ces bâtiments d'un autre âge délabrés que les habitants du village Mataba, district de Boko, dans le Poul en République du Congo, reçoivent les soins médicaux. Une réalité qui contraste avec la modernité, précisément les objectifs du millénaire pour le développement. L'année 2012 étant décrétée par le chef de l'État congolais une année de santé. Cette localité a reçu la visite d'une délégation du ministère de la Santé. L'objectif de son séjour, procéder au lancement des travaux de construction d'un hôpital moderne. Ce qui, au-delà des difficultés surmontées pour se faire traiter, enchante ses habitants. Et pour la première fois que vous venez dans notre village Mataba, non seulement pour une visite, mais tout simplement pour procéder au lancement des travaux de l'hôpital de Mataba, dont nous les enfants attendent pour notre santé. Honnêtement, je suis très enchanté parce que c'est du jamais vu. Maintenant là, vraiment, je suis très content parce que il y a des moments où nous souffrons beaucoup. Ici, c'est un centre hospitalier, mais on n'a aucun médicament. Vraiment, nous sommes très déçus. Mais pour l'heure, vraiment, je suis très content. La réalisation de cet ouvrage intègre la série de projets de la municipalisation accélérée qu'accueille cette année ce département du Poul et le programme national de développement des services de santé qui vise à assurer à la population des soins de santé de qualité. Ce rituel traditionnel en vue d'implorer les mannes des ancêtres à permettre la construction sans heurts de cet hôpital consacre le début effectif des travaux. La presse turque était unanime ce mardi à dénoncer le vote la veille par le Sénat français d'une proposition de loi pénalisant la négation du génocide arménien sous l'Empire ottoman, accusant ainsi la France d'avoir sacrifié la liberté d'opinion à des objectifs
politiciens. La loi en question sanctionne d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende la négation de tous les génocides reconnus par la France, dont celui des Arméniens en 1915. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan s'est quant à lui insurgé contre une loi jugée discriminatoire et raciste, évoquant un massacre de la liberté de penser. La fibre artistique de chanteurs rwandais sollicités par l'Institut français qui vient de leur offrir un atelier de chant dirigé par le chanteur camerounais Jacques-Greg Belobo. Objectif, intégrer le prestigieux Conservatoire de Paris. Jérôme Mugabo. Une dizaine de jeunes chanteurs rwandais ont participé depuis 4 jours maintenant à l'atelier de chant entraîné par Jacques-Greg Belobo, un chanteur très sollicité venu de la Cameroun. Pendant 15 jours, ces jeunes chanteurs rwandais auront l'opportunité de découvrir un autre genre de la musique, d'entraîner leur voix et finalement devenir professionnels internationaux. Prêt à aider le chanteur rwandais, Jacques-Greg Belobo a accepté l'invitation de l'Institut français du Rwanda en partenariat avec le Goethe Institute et il est ravi de contribuer au développement de la musique au Rwanda. Quand je viens en Afrique, c'est encore un énorme plaisir parce que je me sens chez moi. Donc je ne sais pas si je n'ai pas un objectif tout précis, c'est tout simplement partager avec les miens de la bonne musique, le plaisir, parce que quand je chante, je me fais d'abord plaisir moi-même et donc partager avec les miens ce plaisir-là. Parmi ces chanteurs se figure une star de la musique rwandaise. Malgré sa popularité sur la scène régionale, Nirere Ruth, connue sous le pseudo de Miss Chanel, voit l'importance de participer à cet atelier. C'est une chance. Je suis fier de ce dont je fais il y a longtemps. Mais être formé par un professionnel m'a permis de perfectionner. Après cet atelier, 2 meilleurs chanteurs rwandais auront la chance d'aller continuer leurs études de chant au Conservatoire de Paris. C'est qu'on Jacques Greg, qui est, si vous voulez, une des plus belles voix africaines, va donner 45 jours de son emploi du temps, de sa vie de grand chanteur dans tous les opéras du monde pour le Rwanda, pour que deux jeunes Rwandais puissent suivre le même chemin que lui. Il est prévu que le mardi de la semaine prochaine, Jacques-Greg Belobo donne un concert dans une des rues de Kigali. Pour une CAN sans sida, c'est dans le cadre de cette campagne que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et l'ONU-SIDA viennent de signer un accord. Il s'agit ainsi de profiter de ce grand rendez-vous planétaire pour sensibiliser sur la transmission auprès de la jeunesse. Leïla Blibley. Conclu en présence du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, M. Moussa Sidibé, et du parrain de la campagne, Samuel Eto'o, cet accord a donné lieu à un lâcher de ballon au stade de l'amitié d'Angoundjé, en présence de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Cet accord vise à réduire la transmission du VIH-Sida auprès de la jeunesse pendant et surtout après la Coupe d'Afrique des Nations qu'organisent cette année le Gabon et la Guinée équatoriale. Il marque aussi un approfondissement significatif des relations entre la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et l'ONU-SIDA. Des dispositions particulières ont été prises dans cet accord pour promouvoir l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes ainsi que la réduction de la vulnérabilité des femmes et des filles au VIH-Sida. Dans la lutte contre le sida, comme aux Jeux Olympiques, le plus important, c'est la participation. Le plus important, c'était de participer à cette cause. Dire aux gens, on peut baisser les chiffres qu'on pourra nous donner, d'amener les gens à avoir confiance, à parler de ça et de se dire qu'il ne faudrait plus que ce soit un sujet tabou. Juste après cette signature, le Gabon rencontrait le Niger dans un match remporté par les Panthères du Gabon. Signe des temps ou simple coïncidence du calendrier, souhaitons que cette campagne aussi soit victorieuse pour la Fondation et pour la lutte contre le sida de façon plus générale. Toujours la CAN pour finir, et vous le savez sans doute, le Gabon a gagné son premier match contre le Niger ce lundi 2-0. Cette entrée en matière de l'autre pays organisateur pour la plus grande satisfaction du sélectionneur Gernot Rohr, qu'on écoute. Aujourd'hui, on a fait un premier pas. Il reste encore 2 pas à faire pour se qualifier pour le prochain tour. On sait que ça va être difficile. Je suis très content pour mes joueurs parce qu'ils ont fait le match qu'il fallait faire. Avec une obligation, ce n'est jamais facile de se libérer et de faire ce qu'ils ont fait. La pression a été forte
Mais bon, on a su, je pense, gérer ça le mieux possible en toute décontraction. Et c'est ainsi que s'achève notre édition. Mais avant un dernier rappel des titres. Après la mobilisation du collectif Y'en a marre, des milliers de partisans d'Abdoulaye Wade se sont rassemblés lundi à Dakar. Le président sénégalais a mis en garde ses opposants contre toute violence, alors que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur sa candidature à la présidentielle avant la fin de la semaine. Nouvelle fusillade qui crée la panique au Nigeria, les attaques ayant ravivé les craintes de voir éclater une guerre civile dans le pays. Le président Goodluck Jonathan a promis de renforcer la sécurité dans le pays. Subvenir aux besoins des personnes handicapées dans des situations de guerre ou de catastrophes naturelles. Voici le thème du 5e forum Chafala qui s'est ouvert dimanche à Doha au Qatar sous l'impulsion de la femme de l'émir, la Chaka Moza, en présence de nombreuses personnalités. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous de votre attention et de votre fidélité. Restez avec nous tout de suite. Le JT Sport présenté par Ahmed Parezo. Et en attendant de vous retrouver demain, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. À demain.